J'en suis donc à présenter pêle-mêle les différentes contraintes d'écriture que les poètes peuvent se donner, et avant de présenter les contrepétries, les anagrammes, les palindromes et autres calembours éblouissants et capillotractés, je voudrais encore une fois vous emmener un tout petit peu dans les exercices de style, dans le but caché de vous rendre très familier avec cette petite histoire d'autobus, au point de pouvoir la trouver derrière des contraintes qui la rendent particulièrement obscure. Ah zut, je l'ai dit. Homéotéleute. Un jour de canicule, sur un véhicule où je circule, gesticule un funambule au bulbe minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. Un somnambule lacule et l'annule, l'autre articule, crapule, mais dissimule ses scrupules, recule, capitule, et va poser ailleurs son cul. Une la prule, devant la gueule Saint-Lazule, je l'aperçule, qui discule à propos de boutule. De boutule, de par-dessus. Ou encore philosophique. Les grandes villes seules peuvent présenter à la spiritualité phénoménologique les essentialités des coïncidences temporelles et improbabilistes. Le philosophe, qui monte parfois dans l'inexistentialité futile et utilitaire d'un autobuses, y peut apercevoir avec la lucidité de son œil pinéal les apparences fugitives et décolorées d'une conscience profane affligée du long coup de la vanité et de la tresse chapeautière de l'ignorance. Cette matière sans entéléchie véritable se lance parfois dans l'impératif catégorique de son élan vital et récriminatoire contre l'irréalité néo-berkelienne d'un mécanisme corporel inalourdi de conscience. Cette attitude morale entraîne alors le plus inconscient des deux vers une spatialité vide où il se décompose en ses éléments premiers et crochus. La recherche philosophique se poursuit normalement par la rencontre fortuite mais anagogique du même être accompagné de sa réplique inessentielle et couturière, laquelle lui conseille nouménalement de transposer sur le plan de l'entendement le concept de bouton de par-dessus situé sociologiquement trop bas. Voilà, je vous relirai peut-être encore quelques pépites de Queneau. Je passe maintenant à Joconde jusqu'à 100 d'Hervé Letellier, le récent prix Goncourt, qui s'est livré à un exercice un peu du même genre. D'ailleurs, il dit clairement que c'est en hommage à Queneau qu'il a fait ceci. Joconde jusqu'à 100 est donc un essai pour raconter la Joconde de 100 manières, de 1000 manières différentes, et souvent à la manière d'eux. À la manière de Marguerite Duras, à la manière des Tontons Flingueurs, à la manière de Patrick Modiano, enfin à la manière de tout ce qui a un peu de style particulier dans l'écriture. Ça aurait pu être à la manière du Grand Corps Malade, à la manière de L'Homme Pâle, etc. Ici par exemple nous avons à la manière de Beru, le gargantuesque personnage de San Antonio. Sana m'avait dit « La Joconde, faut que tu voies ça ». Alors, j'avais voulu rendre compte de Vésuve. Ça, pour faire distinguer, elle faisait distinguer la Mona. La classe d'instinct. Et Rupine avec ça se voyait comme un nid au milieu de la toiture. Elle était plutôt le genre à péter dans l'anchois, les doigts de pied dans les grandes tailles. Côté carrosserie, il y avait du monde au flacon. Et je lui aurais bien taillé une buvette à la Maldonne. Et ce sourire. Tiens, on lui aura donné le bon Dieu sans commission. Et le point de vue de l'amoureuse est conduit. Mona, il n'est pas une journée sans que je ne me perde dans cet unique cliché qui me reste de toi. Je l'ai pris dans ce petit hôtel de Careggio, où nous avions trouvé refuge. Notre chambre donnait sur une route en construction et malgré tout, au loin sur le lac de Caume. Le soir tombait, ton regard se perdait dans les brumes qui se levaient. Je t'ai appelé, Mona, et tu t'es tournée vers moi, avec ce sourire indéfinissable, où je n'ai lu ce jour-là que du mépris. J'ai compris que tu allais me quitter. Et le point de vue du commentateur sportif. Et oui Hervé, Mona Lisa a fait un match remarquable, mais malheureusement cela n'a pas suffi. Une fois de plus, comme à Roland-Garros l'année dernière, la malchance a frappé. Après un premier set où Mona Lisa l'a emporté largement 6-2, elle menait 5-3 dans le second, au moment où elle a été victime de cette terrible crampe au poignet. Ah, vous le savez Hervé, le poignet est le point faible de Mona.
Elle devait finalement perdre ce set par 5-7 et le dernier par 6-2. Un très beau témoignage de courage de la part de Mona Lisa qui se sera battue jusqu'au bout avec ce sourire indéfinissable qui la définit mieux que personne. Et j'en termine provisoirement avec ce joli pas de côté d'Hervé Le Tellier, le point de vue d'Oedipe. La Sphinge, se grattant le bas-ventre en un geste obscène. Sais-tu, ô voyageur qui désire te rendre à Thèbes, quel animal a 4 pieds le matin, 2 le midi et 3 le soir? Leonardo, barbu et souriant. Oui, c'est la Joconde. Elle est Mona Lisa le matin lorsqu'elle vient poser chez moi. À midi, la voilà devenue portrait, et le soir enfin devenue célèbre, on l'appelle la Joconde. Mona Lisa, 4 pieds, portrait, 2 pieds, la Joconde, 3 pieds. Fastoche, c'est tout. La Sphinge, désemparée, se jette dans l'abîme. Merveilleux, non? Donc, tout comme les exercices de style de Raymond Queneau, je vous distillerai encore, d'ici la fin de cette intervention, quelques perles d'Hervé Le Tellier. Mais allons maintenant, comme promis, rencontrer les contrepétries. Si le principe d'une contrepétrie est de simplement échanger deux sons à l'intérieur d'une phrase afin de ne pas confondre par exemple les assauts de Picassiette et les assiettes de Picasso, ou encore ne pas confondre penser le changement et changer le pansement. Il semble que les contrepétries ont une autre fonction, celle de recéler en elles une phrase graveleuse, cachée, sous les traits d'une phrase absolument banale. Ainsi, un « Salut Fred » lancé à la cantonade avec quelques rires en coin, ou encore un « Tu changes les maths » à quelqu'un qui utiliserait un théorème erroné, semble être vraiment le principe fondamental de la contrepétrie. D'ailleurs, Claude Gagnère, dans Pour tous leurs démos, précise: pour atteindre une plus grande efficacité, la contrepétrie demande le concours de 3 personnes, celle qui dit le contrepét, celle qui le comprend et celle à qui la signification cachée échappe complètement, le plaisir des 2 premières étant décuplé par l'incompréhension de la troisième. Où l'on retrouve à nouveau notre secret entre initiés, entre voyants déjà évoqué par Henri Michaud lors d'une précédente vidéo. Et donc, s'il me prenait l'idée fantasque de réécrire la petite historiette de Raymond Queneau dans ses exercices de style sous la forme de contrepétrie, il me faudrait probablement commencer par ceci: quel culot pour celui qui rentrait dans mon seau. Puis, pour situer l'action dans le bus, je choisirais probablement une phrase du type « Je me jetais sur un bus falot ». Quelle finesse! Mais rapidement, je devrais sûrement arriver à des contrepétries un peu plus complexes. Par exemple, ne lisez pas ce que j'ai barré, ce sont des horreurs, mais simplement lorsque je décris le personnage qui est dans le bus, qui normalement a un long cou et un galon tressé, là je lui trouve plutôt un air cajun et une allure d'ânesse. Et voyez bien que pour passer de cajun, allure d'ânesse, à Jacques à l'air d'un anus, il faut faire un peu plus de permutation de sons qu'une simple inversion d'un son pour un autre. Ce qui nous entraîne tout droit vers une théorie mathématique des permutations de sons à l'intérieur d'une phrase. Prenons par exemple cette phrase-là, « Vive les nouilles en force et dans la carine ». On a le son N, le son F et le son C qui peuvent produire une permutation circulaire pour devenir « Vive les fouilles en Corse et dans la narine ». Et évidemment, la décence m'interdit d'explorer toutes les permutations circulaires possibles. Mais ceci laisse entrevoir une théorie générale de la contrepétrie, où l'on prendra une phrase, par exemple « Il se tint blanc et zen au milieu du wagon », qu'on décomposerait en ces éléments sons. Dans cette phrase, nous avons le son I, puis le son L, puis le son S, puis le son E, etc. Et évidemment, cela nous donne, vous l'avez très certainement deviné, tes yeux d'un bleu lagon aux vies enluminées. Voilà, on est presque ici en train de jouer à une sorte de Scrabble avec des sons, hein, ce qui nous emmène tout droit vers le véritable Scrabble et son pendant, les anagrammes.
C'est parti. Pour commencer, avec ce jeu-là, essayons de trouver le nom d'un artiste immense qui a marqué son siècle et ses contemporains. Évidemment, il s'agit de Pascal Obispo. Et la magie des lettres rapproche ces deux artistes dans un destin commun très particulier. Et dès lors, il n'est plus permis de douter qu'une chauve-souris est bien une souche à virus. Et quand on en vient à évoquer le sourire indéfinissable de Mona Lisa, il est bon de rappeler que sa lumière de sable sonda le soir infini, selon le point de vue de l'anagrammiste. Et des anagrammes, nous filons aux palindromes, qui sont ces merveilleuses phrases, anagrammes d'elles-mêmes, comme toujours, mais qui se lisent dans un sens ou dans l'autre. Ainsi, ici, nous avons Ésope, reste ici, et se repose dans les deux sens, avec une espèce de symétrie centrale autour de la lettre C. Élu par cette crapule est un autre très célèbre palindrome. Mais le plus ancien de tous les palindromes de l'histoire de l'humanité est celui-ci, Sator arepo tenet opera rotas. Notez qu'il peut être lu de plusieurs façons, de gauche à droite et de haut en bas et de gauche à droite, et évidemment de bas en haut et de droite à gauche. Et d'ailleurs, la version latine, qui propose généralement plusieurs sens à une même phrase, a probablement autant de sens que de sens de lecture de cette phrase-là. Ainsi, Sator, par exemple, peut être le laboureur, mais peut être aussi le créateur. Un petit mot sur le mot arepo, qui n'existe pas en latin. C'est peut-être un autre mot dont l'orthographe a été déformée pour coller au palindrome. C'est peut-être aussi un nom propre. Le Sator arepo pourrait être le laboureur arepo. Enfin, ce pourrait être un apax, et peut-être le premier apax de l'histoire. Un apax étant un mot que le poète s'autorise à inventer de toutes pièces pour coller à son projet poétique. Petit aparté donc ici sur quelques apax célèbres, comme par exemple le mot ptix dans le sonnet en X de Stéphane Mallarmé. Dans une lettre à un certain Eugène Lefébure, Mallarmé écrit ceci. Enfin, comme il se pourrait toutefois que, rythmé par le hamac, je fisse un sonnet, et que je n'ai que 3 rimes en X, concertez-vous pour m'envoyer le sens réel du mot ptix, ou m'assurer qu'il n'existe dans aucune langue, ce que je préférerais de beaucoup, afin de me donner le charme de le créer par la magie de la rime. Je vous en supplie, avec l'impatience d'un poète en quête d'une rime. Ou encore cette mystérieuse ville de Gérimadais dans un des quatrains de Boues endormies de Victor Hugo. Tout reposait dans Ur et dans Gérimadais, les astres émaillaient le ciel profond et sombre, le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre brillait à l'Occident, et Ruth se demandait combien de chercheurs et d'universitaires ont retourné des cartes anciennes de l'Orient pour essayer de retrouver cette fameuse ville de Gérimadais avant qu'un lecteur-poète, un poète-lecteur, propose l'histoire suivante. Le père Hugo se disait « À quoi faut-il que je rime déjà ? Ah oui, il faut que je rime à des. Eh bien soit, la ville s'appellera Gérimadais. Et hop, c'est torché. Allez, on va manger maintenant. » Bon, je ne garantis pas l'exactitude des dialogues de cette scène-là, mais en tout cas, il est à peu près clair que c'est la meilleure hypothèse qu'on ait, le pas de côté le plus lumineux pour éclairer ce mystère de la ville de Gérimadais. Voilà, fin de cette petite aparté sur les apax. Revenons à nos palindromes, et pas à n'importe quel palindrome, le palindrome de Georges Perec, 1247 mots de pure folie. Allons-y.